Bonsoir les amis, les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comme promis, je vous fais la partie 2 sur le cerveau, comme je vous ai promis hier. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, parce que c'est le soir, en l'occurrence, c'est les 22h54. Je pense qu'il y en a pour une petite heure de vidéo. Peut-être un peu moins, ça dépend, on verra. Voilà, donc en tout cas, sachez que j'ai beaucoup pensé à vous, que je vous aime très fort, voilà. Et on va directement passer au sujet, vu qu'il dure assez long encore. Comme ça, ben voilà, vous serez directement pris dedans. Alors on y va. Donc le cerveau, et là en l'occurrence, c'est le cerveau, mais les mammifères, donc le cerveau des mammifères apparemment. Alors, le cortex cérébral est la région du cerveau qui distingue au mieux le cerveau des mammifères de celui des autres vertébrés, celui des primates et celui des autres mammifères et celui des humains et celui des autres primates. Le rhombencéphale et le mésencéphale des mammifères est généralement similaire à celui des autres vertébrés, mais des différences très importantes se manifestent au niveau du prosencéphale, qui n'est pas seulement beaucoup plus gros, mais présente également des modifications dans sa structure. Chez les autres chordés, la surface du télencéphale est recouverte d'une simple couche, le pallium. Chez les mammifères, le pallium a évolué en une couche à 6 feuillets appelée néocortex. Chez les primates, le néocortex s'est grandement élargi, notamment au niveau de la région des lobes frontaux. L'hippocampe des mammifères a également une structure bien particulière. L'histoire évolutive de ces particularités mammaliennes, notamment le néocortex, est difficile à retracer. Les synapsides, ancêtres des mammifères, se sont séparés des sauropsides, ancêtres des reptiles actuels et des oiseaux. Il y a environ 350 millions d'années. Ensuite, il y a 120 millions d'années, les mammifères se sont ramifiés en monotrèmes, marsupiaux et placentaires. Division qui a abouti aux représentants actuels. Le cerveau des monotrèmes et des marsupiaux se distingue de celui des placentaires, groupe majoritaire des mammifères actuels, à différents niveaux, mais la structure de leur cortex cérébral, de leur hippocampe est la même. Ces structures ont donc probablement évolué entre moins 350 et moins 120 millions d'années, une période qui ne peut être étudiée qu'à travers les fossiles, mais ceux-ci ne préservent pas les tissus mous comme le cerveau. C'est intéressant. L'hippocampe, l'hypophyse, est-ce que j'avais fait une photo de l'hippocampe ou bien je vous l'avais déjà montré, je ne sais plus. Ah oui, vous savez, je vous avais parlé du tectome dans l'autre partie. Et je ne vous l'ai pas montré. Alors voilà une photo où j'ai mis en jaune le tectome, où il se trouve dans le cerveau. Puis il y a aussi le cortex cérébral. Bon, c'est en anglais le reste, mais on comprend. C'est, voilà, il y a l'hypothalamus, le thalamus. On comprend presque tous les mots, quoi. Parce que c'est surtout pour vous montrer où est le tectome. Ici, donc. Tectome. J'avais oublié de vous montrer l'image dans la partie 1. Je m'en excuse. Je ne sais pas si vous voyez bien ou flou. Je crois que vous voyez au mieux là. Oui,
Comme ça, vous pouvez aussi voir un peu les autres termes. Ma foi, il y en a des en anglais, je suis désolée. Pire, vous pouvez les traduire. C'est pas compliqué avec le Google Traduction. On a bien dit qu'ils sont la même chose qu'en français. Voilà, pour le tectome que j'ai oublié de vous montrer hier dans la première partie, et veuillez m'excuser pour ça. Et là, c'était l'hippocampe que je cherchais. Non. J'ai l'hypophyse, mais l'hypophyse, je vous en ai encore pas parlé. Bah, écoutez, je vous la montrerai plus tard, vu que je viens de vous en montrer une. On continue. Le cerveau des primates possède la même structure que celui des autres mammifères, mais il est considérablement plus large proportionnellement à la taille de l'organisme. Cet élargissement provient essentiellement de l'expansion massive du cortex, notamment au niveau des régions servant à la vision et à la prévoyance. Le processus de perception visuelle chez les primates est très complexe, faisant intervenir au moins 30 zones distinctes et un important réseau d'interconnexions et occupe plus de la moitié du néocortex. L'élargissement du cerveau provient également de l'élargissement du cortex préfrontal, dont les fonctions sont difficilement résumables, mais portent sur la planification, la mémoire de travail, la motivation, l'attention et les fonctions exécutives. Chez les humains, l'élargissement des lobes frontaux est encore plus extrême et d'autres parties du cortex sont également devenues plus larges et complexes. Histologie. Le tissu cérébral est composé de deux types de cellules, les neurones et les cellules gliales. Les neurones jouent un rôle prépondérant dans le traitement de l'information nerveuse, tandis que les cellules gliales ou cellules de soutien assurent diverses fonctions annexes dans le métabolisme cérébral. Bien que ces deux types de cellules soient en même quantité dans le cerveau, les cellules gliales sont 4 fois plus nombreuses que les neurones dans le cortex cérébral. Contrairement aux cellules gliales, les neurones sont capables de communiquer entre eux à travers de longues distances. Cette communication se fait par des signaux envoyés par le biais de l'axone, prolongement protoplasmique du neurone qui s'étend depuis le corps cellulaire, se ramifie et se projette parfois vers des zones proches, parfois vers des régions plus éloignées du cerveau ou du corps. Le prolongement de l'axone peut être considérable chez certains neurones. Les signaux transmis par l'axone se font sous forme d'influx électrochimiques appelés potentiels d'action qui durent moins d'un millième de seconde et traversent l'axone à une vitesse de 1 à 100 mètres par seconde. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant quand même. Tout ça, on ne le voit pas, mais incroyable. Certains neurones émettent en permanence des potentiels d'action de 10 à 100 par seconde. D'autres n'émettent des potentiels d'action qu'occasionnellement. Le point de jonction entre l'axone d'un neurone et un autre neurone ou une cellule non neuronale est la synapse, où le signal est transmis. Un axone peut avoir jusqu'à plusieurs milliers de terminaisons synaptiques. Lorsque le potentiel d'action, après avoir parcouru l'axone, parvient à la synapse, cela provoque la libération d'un agent chimique appelé neurotransmetteur. Une fois libéré, le neurotransmetteur se lie au récepteur
membranaire de la cellule cible. Certains récepteurs neuronaux sont excitateurs, c'est-à-dire qu'ils augmentent la fréquence de potentiel d'action au sein de la cellule cible. D'autres récepteurs sont inhibiteurs et diminuent la fréquence de potentiel d'action. D'autres ont des effets modulatoires complexes. Les axones occupent la majeure partie de l'espace cérébral. Les axones sont souvent regroupés en larges groupes pour former des faisceaux de fibres nerveuses. De nombreux axones sont enveloppés d'une gaine de myéline, une substance qui permet d'augmenter fortement la vitesse de propagation du potentiel d'action. La myéline est de couleur blanche, de telle sorte que les régions du cerveau essentiellement occupées par ces fibres nerveuses apparaissent comme de la substance blanche, tandis que les zones densément peuplées par les corps cellulaires des neurones apparaissent comme de la substance grise. La longueur totale des axones myélinisés dans le cerveau adulte d'un humain dépasse en moyenne les 100 000 km. Incroyable. Alors vraiment, c'est incroyable. Métabolisme. Selon le prix Nobel Roger Sperry, 90% de la stimulation et de la nutrition du cerveau sont générés par les mouvements de la colonne vertébrale. Développement. Le développement du cerveau suit une succession d'étapes. Beaucoup de neurones naissent dans des zones spécifiques contenant des cellules souches et migrent ensuite à travers le tissu pour atteindre leur destination ultime. Ainsi, dans le cortex, la première étape du développement est la mise en place d'une armature par un type de cellules gliales, les cellules radiales qui établissent des fibres verticales à travers le cortex. Les nouveaux neurones corticaux sont créés à la base du cortex et grimpent ensuite le long des fibres radiales jusqu'à atteindre les couches qu'ils sont destinés à occuper. Chez les chordés, les premières étapes du développement sont communes à toutes les espèces, tandis que l'embryon passe d'une forme ronde à une structure de type vermiforme. Une étoile bande de l'ectoderme se décolle de la ligne médiane dorsale pour devenir la plaque neurale, précurseur du système nerveux. La plaque neurale se creuse, s'invagine de manière à former la gouttière neurale, puis les plis pas évident les termes non plus, puis les plis neuraux qui bordent la gouttière fusionnent pour fermer la gouttière qui devient le tube neural. Ce tube se subdivise ensuite en une partie antérieure renflée, la vésicule céphalique primitive, qui se segmente en 3 vésicules qui deviendront le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Le prosencéphale se divise ensuite en 2 autres vésicules, le télencéphale et le diencéphale, tandis que le rhombencéphale se divise en métencéphale et myélencéphale. Chacune de ces vésicules contient des zones prolifératives dans lesquelles neurones et cellules gliales sont formés. Ces 2 types de cellules migrent ensuite, parfois sur de longues distances, vers leur position finale.
Une fois qu'ils sont en place, les neurones commencent à étendre leur dendrite et leur axone autour d'eux. L'axone doit généralement s'étendre sur une longue distance à partir du corps cellulaire du neurone et doit se connecter sur des cibles bien spécifiques, ce qui lui nécessite de croître d'une manière plus complexe. À l'extrémité de l'axone, en développement, se trouve une région parsemée de récepteurs chimiques, le cône de croissance. Ces récepteurs recherchent des signes moléculaires dans l'environnement alentour qui guident la croissance de l'axone en attirant ou en repoussant le cône de croissance et dirigeant ainsi l'étirement de l'axone dans une direction donnée. Le cône de croissance navigue ainsi à travers le cerveau jusqu'à ce qu'il atteigne sa région de destination où d'autres signaux chimiques engendrent la formation de synapses. Des milliers de gènes interviennent pour générer ces signaux de guidage, mais le réseau synaptique qui en émerge n'est déterminé qu'en partie par les gènes. Dans de nombreuses parties du cerveau, les axones connaissent d'abord une surcroissance proliférative qui est ensuite régulée par des mécanismes dépendant de l'activité neuronale. Ce processus sophistiqué de sélection et d'ajustement graduel aboutit finalement à la forme adulte du réseau neuronal. Chez les mammifères, les neurones sont produits avant la naissance, principalement entre la 6e et la 18e semaine gestationnelle chez l'humain. Le cerveau du nouveau-né contient donc substantiellement plus de neurones que celui de l'adulte, car au cours du développement, puis encore pendant le vieillissement, un grand nombre de ces cellules vont être détruites. La disparition des cellules nerveuses correspond à un phénomène nécessaire de sélection-stabilisation dans les réseaux de neurones au cours de la mise en place de circuits cérébraux. Cependant, quelques zones continuent de générer de nouveaux neurones tout au long de la vie, tels que le bulbe olfactif ou le gyrus dentatus de l'hippocampe. En dehors de ces exceptions, le nombre de neurones présents à la naissance est définitif, contrairement aux cellules gliales qui sont renouvelées tout au long de la vie, à la manière de la plupart des cellules de l'organisme. Bien que le nombre de neurones évolue peu après la naissance, les connexions axonales continuent de se développer et de s'organiser pendant encore un long moment. Chez l'humain, ce processus n'est pas terminé avant l'adolescence et il continue de se poursuivre avec l'acquisition de nouveaux apprentissages. Bien d'accord. Alors ça, je ne savais pas du tout. Voilà, c'est très intéressant. Je regarde juste. Ouais, ça. De nombreuses questions restent en suspens concernant ce qui relève de l'inné et de l'acquis à propos de l'esprit, de l'intelligence et de la personnalité. Bien que de nombreux points restent à éclaircir, les neurosciences ont montré que 2 facteurs sont essentiels. D'un côté, les gènes déterminent la forme générale du cerveau et la manière dont le cerveau répond à l'expérience. D'un autre côté, l'expérience est nécessaire pour affiner la matrice de connexion synaptique. À bien des égards, la qualité et la quantité d'expérience jouent un rôle. L'enrichissement environnemental montre que le cerveau
d'un animal placé dans un environnement plus riche et stimulant a un nombre plus important de synapses que celui d'un animal dans un milieu plus pauvre. Okay. Fonction. La fonction principale du cerveau est de contrôler les actions de l'organisme à partir des informations sensorielles qui lui parviennent. Les signaux sensoriels peuvent stimuler une réponse immédiate, moduler un schéma d'activité en cours ou être emmagasinés pour un besoin futur. Ainsi, par le rôle central qu'il exerce dans la captation des stimuli externes, le cerveau occupe le rôle central dans la création de réponses à l'environnement. Le cerveau a aussi un rôle dans la régulation hormonale. Le cerveau décordé reçoit des signaux par les nerfs afférents de la part des différentes régions de l'organisme. Le cerveau interprète ces signaux et en tire une réponse fondée sur l'intégration des signaux électriques reçus, puis la transmet. Ce jeu de réception, d'intégration et d'émission de signaux représente la fonction majeure du cerveau qui explique à la fois les sensations, le mouvement, la mémoire et, on le suppose, la conscience. Pour mener à bien sa complexe tâche, le cerveau est organisé en sous-systèmes fonctionnels, c'est-à-dire que certaines régions cérébrales traitent plus spécifiquement certains aspects de l'information. Cette division fonctionnelle n'est pas stricte et ces sous-systèmes peuvent être catégorisés de plusieurs façons. Anatomiquement, chimiquement ou fonctionnellement. Une de ces catégorisations repose sur les neurotransmetteurs chimiques utilisés par les neurones pour communiquer. Une autre se base sur la manière dont chaque zone du cerveau contribue au traitement de l'information. Les zones sensorielles amènent l'information au cerveau. Les signaux moteurs envoient l'information du cerveau jusqu'aux muscles et aux glandes. Les systèmes excitateurs modulent l'activité du cerveau en fonction du moment de la journée et de divers facteurs. Le cerveau utilise principalement le glucose comme substrat énergétique et une perte de conscience peut survenir s'il en manque. La consommation énergétique du cerveau n'est pas particulièrement variable, mais les régions actives du cortex consomment plus d'énergie que les inactives. Alors, comme vous le savez, je prends normalement un médicament le soir et j'ai de nouveau oublié. Je vais vite le chercher, en même temps je prends l'agenda pour vous dire les futurs sujets. Les prochains vous le savez, mais je vous en donne toujours de nouveaux. Et je vais ouvrir la fenêtre un petit coup, j'ai beaucoup trop chaud. Je prends juste un comprimé un petit instant, merci beaucoup. Comme vous le savez, c'est pour régulariser ma tension. Sinon, après, ça peut donner des problèmes au cœur. Je peux faire des gros malaises, ce qui est déjà arrivé assez souvent. Donc, j'aimerais pas que ça arrive. Voilà.
Donc j'ai ouvert, mais j'ai fermé les volets, ça fait du bien un peu d'air, voilà. Donc, je m'excuse, hein. Je prends devant vous, mais voilà, il n'y a rien à cacher. J'ai allumé des bougies, il y en a une qui est odorante à la pomme. Et ça sent bon. Ça sent bon. Mais avec la fenêtre ouverte, ça donne du vent et j'espère pas que ça les éteigne. Enfin, elles s'éteindront s'il faut. Enfin, c'est comme ça, on peut pas changer. La nature qui fait ce qu'elle doit. On continue. Système de neurotransmission. Selon le principe de Dahl, chaque neurone du cerveau libère constamment le même neurotransmetteur chimique ou la même combinaison de neurotransmetteurs pour toutes les connexions synaptiques qu'il entretient avec d'autres neurones. Un neurone peut donc être caractérisé en fonction des neurotransmetteurs qu'il libère, bien qu'il existe quelques exceptions à ce principe. Les deux neurotransmetteurs les plus fréquents sont le glutamate, qui correspond généralement à un signal excitatoire, et l'acide I aminobutyrique, généralement inhibitoire. Les neurones utilisant ces deux neurotransmetteurs se retrouvent dans presque toutes les régions du cerveau et forment un large pourcentage des synapses du cerveau. Les autres neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la noradrénaline, proviennent de neurones localisés dans des zones particulières du cerveau. D'autres neurotransmetteurs, comme l'acétylcholine ou la dopamine, proviennent de plusieurs endroits du cerveau, mais ne sont pas distribués de façon aussi ubiquitaire que le glutamate et le GABA. Alors le GABA, c'est l'abréviation de l'acide aminobutyrique. Donc c'est GABA, l'abréviation. L'acide aminobutyrique. Voilà. Alors, aussi ubiquitaire que le glutamate et le GABA. La grande majorité des drogues psychotropes agissent en altérant les systèmes de neurotransmetteurs qui ne sont pas directement impliqués dans les transmissions glutamatergiques ou GABAergiques. Système sensoriel. Une fonction importante du cerveau est de traiter l'information reçue par les récepteurs sensoriels. Contrairement aux idées reçues, les sens que peut capter le cerveau ne sont pas limités à 5. Outre la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, le cerveau peut recevoir d'autres informations sensorielles comme la température, l'équilibre, la position des membres ou la composition chimique du sang. Toutes ces variables sont détectées par des récepteurs spécialisés qui transmettent les signaux vers le cerveau. Certaines espèces peuvent détecter des sens supplémentaires comme la vision infrarouge des serpents ou utiliser les sens standards de manière non conventionnelle, comme l'écholocation du système auditif des chauves-souris. Dis donc, ça c'est des cas exceptionnels alors.
Alors ça, c'est pratique. C'est pratique. Chaque système sensoriel possède ses propres cellules sensorielles réceptrices. Ces cellules sont des neurones, mais contrairement à la majorité des neurones, ceux-ci ne sont pas contrôlés par les signaux synaptiques d'autres neurones. Au lieu de cela, des cellules sensorielles possèdent des récepteurs membranaires qui sont stimulés par un facteur physique spécifique comme la lumière, la température ou la pression. Les signaux de ces cellules sensorielles réceptrices parviennent jusqu'à la moelle épinière ou le cerveau par les nerfs afférents. Vu que ça parle des nerfs, je vais vous montrer le schéma sur les nerfs après. Pour la plupart des sens, il y a un noyau sensitif principal dans le tronc cérébral, ou un ensemble de noyaux qui reçoit et réunit les signaux des cellules sensorielles réceptrices. Dans de nombreux cas, des zones secondaires sous-corticales se chargent d'extraire et de trier l'information. Chaque système sensoriel a également une région du thalamus qui lui est dédiée et qui relaie l'information au cortex. Pour chaque système sensoriel, une zone corticale primaire reçoit directement les signaux en provenance du relais thalamique. Habituellement, un groupe spécifique de zones corticales supérieures analyse également le signal sensoriel. Enfin, des zones multimodales du cortex combinent les signaux en provenance de différents systèmes sensoriels. À ce niveau, les signaux qui atteignent ces régions du cerveau sont considérés comme des signaux intégrés plutôt que comme des signaux strictement sensoriels. Toutes ces étapes ont leur exception. Ainsi, pour le toucher, les signaux sensoriels sont principalement reçus au niveau de la moelle épinière, au niveau de neurones qui projettent ensuite l'information au tronc cérébral. Pour l'odorat, il n'y a pas de relais dans le thalamus. Le signal est transmis directement de la zone primaire, le bulbe olfactif, vers le cortex. Voilà, ok? Je vous montre juste le petit schéma sur les nerfs, vu que ça parlait des nerfs. Voilà. Justement, il reparle du prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale, que je vous laisse regarder. Il y a le nerf olfactif, ils en ont parlé avant, le nerf optique, les nerfs crâniens. Voilà, je vous laisse regarder ce schéma et lire ce qui vous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est les dérivés adultes des 5 vésicules cérébrales secondaires, ici. Ici, c'est intéressant. Je vous laisse regarder le schéma. Mais j'espère que ça soit lisible parce que moi, j'arrive pas à lire de là. Alors que si je m'en fais un exposé, ouais, il est difficilement lisible. Enfin, j'espère que vous arriverez à lire. Non. C'est quand c'est écrit petit parce que là, on arrive à lire. Ou alors, c'est moi qui ai l'impression qu'on ne peut pas lire. Pire si vous n'arrivez pas à lire. Ici, c'est écrit dérivés adultes des 5 vésicules cérébrales secondaires. Hémisphères cérébraux, néocortex, cortex olfactif, paléocortex,
hippocampe, archicortex, noyau gris de la base, corps strié. Après, apparemment, il fallait cliquer pour aller voir sur des pages. Mais je voulais pas faire tout ça, ça prend beaucoup trop de temps. Vous imaginez le temps d'exposer que ça ferait. Ensuite, vésicule optique, thalamus, hypothalamus, épiphyse, corps mammillaire, tubercule quadrijumeau, noyau rouge, substance noire, pédoncule cérébraux, pédoncule cérébro-supérieur, pont, pédoncule cérébello, pardon, pas cérébraux, cérébello déjà moyen, cervelet, bulbe rachidien, pédoncule cérébello inférieur, nerf rachidien. Je vous montre encore une fois. J'ai pas vérifié, j'ai pas pu vérifier en fait, mais dans l'autre, si c'était lisible, les autres schémas que je vous ai montrés dans la partie 1. Peut-être que oui, mais j'en doute parce que... voilà, avec plus de lumière, voilà, vous pouvez lire maintenant. C'est un manque de lumière. Alors, je suis vraiment désolée. Hein. Je saurai à l'avenir que c'est une question de lumière pour tout ça en fait. Désolée vraiment. Voilà, je crois que là vous avez pu tout voir cette fois. À mon avis, je crois que c'est bon. Voilà. Apparemment, il fallait cliquer pour voir les images. Et vous imaginez après le temps de l'exposer, donc vous me compreniez. Voilà. Donc, je continue. Système moteur. Les systèmes moteurs sont les zones du cerveau responsables directement ou indirectement des mouvements du corps en agissant sur les muscles. À l'exception des muscles contrôlant les yeux, tous les muscles squelettiques de l'organisme sont directement innervés par des neurones moteurs de la moelle épinière. Ils sont donc le dernier maillon de la chaîne du système psychomoteur. Les neurones moteurs spinaux sont contrôlés à la fois par des circuits neuronaux propres à la moelle épinière et par des influx efférents du cerveau. Les circuits spinaux intrinsèques hébergent plusieurs réactions réflexes ainsi que certains schémas de mouvement comme les mouvements rythmiques tels que la marche ou la nage. Les connexions efférentes du cerveau permettent quant à elles des contrôles plus sophistiqués. Un certain nombre de zones du cerveau sont connectées directement à la moelle épinière. Au niveau le plus bas se trouvent les zones motrices situées dans le bulbe rachidien et le pont. Au-dessus se situent les zones du mésencéphale, comme le noyau rouge, qui sont responsables de la coordination des mouvements. À un niveau supérieur se trouve le cortex moteur primaire, une bande de tissu cérébral localisée à la lisière postérieure du lobe frontal. Le cortex moteur primaire transmet ses commandes motrices aux zones motrices sous-corticales, mais également directement à la moelle épinière par le biais
du faisceau pyramidal. Les influx nerveux de ce faisceau cortico-spinal transmettent les mouvements fins volontaires. D'autres zones motrices du cerveau ne sont pas directement reliées à la moelle épinière, mais agissent sur les zones motrices primaires corticales ou sous-corticales. Quelques-unes de ces zones secondaires les plus importantes sont le cortex prémoteur, impliqué dans la coordination des mouvements de différentes parties du corps, les ganglions de la base, dont la fonction principale semble être la sélection de l'action, et le cervelet qui module et optimise les informations pour rendre les mouvements plus précis. Le cerveau et la moelle épinière contiennent également un réseau neuronal qui contrôle le système nerveux autonome, la partie du système nerveux responsable des fonctions automatiques. Non soumis au contrôle volontaire, le système nerveux autonome contrôle notamment la régulation hormonale et l'activité des muscles lisses et du muscle cardiaque. Le système nerveux autonome agit à différents niveaux comme le rythme cardiaque, la digestion, la respiration, la salivation, la miction, la sueur ou l'excitation sexuelle. Système d'éveil. Un des aspects les plus visibles du comportement animal est le cycle journalier veille, sommeil, rêve. L'éveil et l'attention sont aussi modulés à une échelle de temps plus fine par un réseau de zones cérébrales. Un composant clé du système d'éveil est le noyau suprachiasmatique, petite région de l'hypothalamus localisée directement au-dessus du point de croisement des nerfs optiques. Le noyau suprachiasmatique renferme l'horloge biologique centrale de l'organisme. Les neurones de ce noyau montrent un niveau d'activité qui augmente ou diminue sur une période d'environ 24 heures. Le rythme circadien. Cette activité fluctuante est dirigée par des changements rythmiques exprimés par un groupe de gènes horlogers. Le noyau suprachiasmatique reçoit généralement des signaux en provenance des nerfs optiques qui permettent de calibrer l'horloge biologique à partir des cycles jour-nuit. Ah, c'est intéressant, vraiment. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le noyau suprachiasmatique se projette dans un ensemble de zones cérébrales situées au niveau de l'hypothalamus et du tronc cérébral qui sont impliquées dans la mise en œuvre des cycles jour-nuit. Un composant important du système est la formation réticulée, un groupe d'amas neuronaux s'étendant dans le tronc cérébral. Les neurones réticulés envoient des signaux vers le thalamus qui répond en envoyant des signaux à différentes régions du cortex qui régulent le niveau d'activité. Le sommeil implique de profondes modifications de l'activité cérébrale. Le cerveau ne s'éteint pas pendant le sommeil. L'activité cérébrale se poursuit, mais est modifiée. En fait, il existe deux types de sommeil. Le sommeil paradoxal, qui s'appelle le sommeil avec les rêves, et le sommeil non paradoxal, généralement sans rêve, qui est en réalité le néant. Ces deux sommeils se répètent selon un schéma légèrement différent à chaque sommeil.
Trois grands types de schémas d'activité cérébrale peuvent être distingués: sommeil paradoxal, sommeil léger et sommeil profond. Pendant le sommeil profond, l'activité du cortex prend la forme de larges ondes synchronisées, tandis que ces ondes sont désynchronisées pendant l'état de rêve. Les niveaux de noradrénaline et de sérotonine tombent au cours du sommeil profond et approchent du niveau zéro pendant le sommeil paradoxal, tandis que les niveaux d'acétylcholine présentent un schéma inverse. Le cycle du sommeil se divise en 5 stades. Au stade 1, le sommeil lent apparaît lorsque l'on s'allonge et que l'on ferme les yeux. Des rêves courts ou de brèves pensées sont parfois rapportés durant ce stade qui dure de 3 à 12 minutes. La seconde phase du sommeil lent est un sommeil léger. C'est la phase la plus longue, occupant près de 50% du temps de sommeil d'une nuit. Le stade 3 est le passage du sommeil moyennement profond à profond. Les muscles ont encore du tonus, mais on est très peu réactif aux stimulations extérieures. Au niveau 4, nous sommes au plus profond de notre sommeil. L'activité neuronale est à son plus bas. La température du cerveau est également basse. La respiration, le rythme cardiaque et la pression sanguine sont ralentis. Le stade 5 est le dernier. Le sommeil est paradoxal. L'activité électrique du cerveau est très importante. Les yeux bougent rapidement pendant que le reste du corps se trouve en état d'atonie musculaire, c'est-à-dire que le corps ne peut plus bouger. Un cycle du sommeil dure de 70 à 90 minutes et se reproduit 4 à 6 fois en une nuit. Nous conseillons à un adulte de dormir au minimum 6 heures par nuit, au maximum 8 heures par nuit, afin d'être en forme pour la journée. Trop dormir est néfaste pour le corps et ne pas assez dormir est également néfaste pour le corps. Histoire de la découverte du cerveau. Jean-Didier Vincent dresse une histoire et relie celle-ci avec les résultats des travaux de recherche, comme le cerveau et l'esprit. La compréhension de la relation entre le cerveau et l'esprit est un problème aussi bien scientifique que philosophique. La relation forte entre la matière cérébrale physique et l'esprit est aisément mise en évidence par l'impact que les altérations physiques du cerveau ont sur l'esprit, comme le traumatisme crânien ou l'usage de psychotropes. Jusqu'à la fin du XXe siècle, le problème corps-esprit était l'un des débats centraux de l'histoire de la philosophie et consistait à considérer la manière dont le cerveau et l'esprit pouvaient être liés. Trois grands courants de pensée existaient concernant cette question: dualisme, matérialisme et idéalisme. Le dualisme postule que l'esprit existe indépendamment du cerveau. Le matérialisme postule, quant à lui, que le phénomène mental est identique au phénomène neuronal. L'idéalisme postule que seul le phénomène mental existe. Outre ces questions philosophiques, cette hypothèse
de relations entre l'esprit et le cerveau soulevait un grand nombre de questions scientifiques, comme la relation entre l'activité mentale et l'activité cérébrale, le mécanisme d'action des drogues sur la cognition, ou encore la corrélation entre neurones et conscience. Historiquement, un grand nombre de philosophes considéraient inconcevable que la cognition puisse être mise en place par une substance physique comme le tissu cérébral. Des philosophes comme Patricia Schurland ont postulé que l'interaction entre la drogue et l'esprit est un indicateur de la relation intime entre le cerveau et l'esprit, mais que les deux entités sont distinctes. Depuis l'avènement des neurosciences et les travaux de nombreuses équipes internationales de recherche, cette question n'est plus d'actualité en sciences. Antonio Damasio, dans son livre L'erreur de Descartes, notamment, montre que le corps et l'esprit fonctionnent de manière indissociable. Il existe par ailleurs que le raisonnement, la mémorisation, l'acquisition de nouveaux apprentissages ne peuvent pas s'effectuer sans intégrer les émotions dans le processus. Recherche scientifique. Le domaine des neurosciences englobe toutes les approches cherchant à comprendre le fonctionnement du cerveau et du reste du système nerveux. La psychologie cherche à comprendre l'esprit et le comportement. La neurologie est la discipline médicale qui diagnostique et traite les pathologies liées au système nerveux. Le cerveau est également l'organe le plus étudié en psychiatrie, une branche de la médecine qui étudie et traite les troubles mentaux. Les sciences cognitives tentent de lier la neuroscience et la psychologie avec d'autres domaines comme l'informatique et la philosophie. La plus ancienne méthode d'étude du cerveau est l'anatomie. Au milieu du XXe siècle, les progrès des neurosciences proviennent de l'amélioration des techniques de microscopie et de coloration. Les neuroanatomistes étudient la structure du cerveau aussi bien à grande échelle qu'à l'échelle microscopique. Parmi d'autres outils, ils emploient une large gamme de colorants qui permettent de révéler la structure neurale, les réactions chimiques et la connectivité. Le développement plus récent de techniques d'immunocoloration a permis de colorer les neurones qui expriment spécifiquement un groupe de gènes. Également, la neuroanatomie fonctionnelle utilise les techniques d'imagerie médicale pour colorer les variations dans la structure du cerveau avec les changements de cognition ou de comportement. Les neurophysiologistes étudient les propriétés chimiques, pharmacologiques et électriques du cerveau. Leurs principaux outils sont les drogues et les dispositifs d'enregistrement. Des milliers de drogues expérimentalement développées affectent le système nerveux, ainsi que certains médicaments. Plusieurs le font de manière très spécifique. L'enregistrement de l'activité cérébrale peut se faire par l'utilisation d'électrodes, soit collées au crâne, comme dans le cas d'électroencéphalographie.
soit implantés à l'intérieur du cerveau pour des enregistrements extracellulaires qui peuvent détecter les potentiels d'action générés par des neurones individuels. Comme le cerveau ne contient pas de nocicepteurs, il est possible d'utiliser ces techniques sur un animal éveillé sans causer de douleur. Il est aussi possible d'étudier l'activité cérébrale par un examen non-invasif en utilisant des techniques d'imagerie fonctionnelle comme l'IRM. Ainsi, la tomographie à émission de position met en évidence qu'en l'absence de toute focalisation particulière de l'attention, l'activité du cerveau, activité intrinsèque du réseau du mode par défaut, nommé énergie sombre du cerveau par analogie à l'énergie sombre du cosmos, et qui consiste en des vagues d'ondes électriques lentes, correspond à une dépense de 60 à 80% de toute l'énergie consommée par le cerveau, soit une énergie 20 fois supérieure à celle consommée par le cerveau lorsqu'il réagit consciemment. La réalisation d'une tâche particulière, activité consciente, moins fréquente que l'activité inconsciente, exige une énergie qui n'excède pas 5% de celle consommée par l'activité de fond. Une autre approche est d'examiner les conséquences de l'endommagement de zones spécifiques du cerveau. Bien que protégé par le crâne et les méninges et isolé du flux sanguin par la barrière hémato-encéphalique, le cerveau est tout de même vulnérable à de nombreuses maladies et à différents types de dégâts. Chez les humains, les effets des dégâts cérébraux sont une source importante d'informations sur la fonction cérébrale. Comme il n'y a pas la capacité de contrôler expérimentalement la nature de ces dégâts, cette information est néanmoins souvent difficile à interpréter. Chez les animaux, les rats étant les plus fréquents sujets d'étude, il est possible d'utiliser des électrodes ou d'injecter localement des produits chimiques pour produire des types de dégâts bien précis et observer ensuite leurs conséquences sur le comportement. Les neurosciences computationnelles regroupent deux approches. L'utilisation d'ordinateurs pour comprendre le cerveau et l'étude de la façon dont le cerveau réalise la computation. D'un côté, il est possible de coder un programme informatique pour permettre de simuler. D'un côté, il est possible de coder un programme informatique pour permettre de simuler le fonctionnement d'un groupe de neurones en utilisant des systèmes d'équations décrivant l'activité électrochimique. Ces simulations sont appelées réseaux de neurones biologiquement réalistes. D'un autre côté, il est possible d'étudier les algorithmes de computation neurale par la simulation ou l'analyse mathématique d'unités simplifiées ayant plusieurs des caractéristiques des neurones, mais en faisant abstraction de la plupart de leur complexité biologique. Les fonctions computationnelles du cerveau sont étudiées à la fois par les neuroscientifiques et les informaticiens. Les dernières années ont vu les premières applications des techniques d'ingénierie génétique pour l'étude du cerveau. Les sujets d'étude les plus fréquents sont les souris, car c'est sur cette espèce que les outils techniques à disposition sont le plus au point. Il est désormais possible d'inactiver ou de muter une grande variété de gènes et ensuite d'examiner les effets sur la fonction cérébrale.
Des approches plus sophistiquées sont également utilisées, comme la recombinaison Krellox, qui permet d'activer ou d'inactiver les gènes dans des zones spécifiques du cerveau à des moments spécifiques. Des équipes américaines bénéficiant d'un financement fédéral de 28 millions d'euros utilisent des scanners dernier cri pour créer une banque de connectomes. Ces cartes des circuits cérébraux promettant de révéler comment les organes réagissent au vieillissement, à l'apprentissage et à d'autres événements du cerveau. Les données de Human Connectome Project laisseraient présager des avancées sur les traitements de l'autisme et de la schizophrénie, par exemple. Et voilà, c'est terminé. J'en ai terminé pour l'exposé, qui était très très intéressant. Hein. J'ai appris pas mal de choses. C'était assez long, mais ben voilà, c'est des sujets, ce sont des sujets où il faut à la fois faire un peu plus long que des sujets un peu plus simples où c'est moins long. Voilà, donc du coup, je vais quand même vous montrer l'hypophyse. Je pense qu'on en a parlé, j'en ai parlé à un moment donné ou autre dans mon exposé. Il se trouve ici, l'hypophyse dans le cerveau. Voilà. Et il y a juste un truc, c'est que je n'ai pas regardé. Ça, j'aurais dû. Le temps de regarder l'hypophyse. Hein. C'est qu'est-ce que c'est les chordés? Qu'est-ce que sont les chordés? Alors, là, je pense que vous avez vu, hein, c'est tout bon. Je vais juste regarder qu'est-ce que c'est que les chordés. Parce qu'il parlait souvent dans mon exposé des chordés. Les chordés, quand il s'agit de termes répétés comme ça, j'aime quand même savoir les chordés. Ben, les chordés, ça s'écrit avec CH ou bien C normal, EQS, forment un embranchement d'animaux du clade des bilatériens et appartenant au super-embranchement des deutérostomiens. Désolée, mais c'est des termes très difficiles, vous auriez aussi de la peine à les lire. Leur nom provient de la notocorde, une lamelle cartilagineuse située du côté dorsal de l'animal, forme la plus élémentaire d'un endosquelette. D'accord, vraiment c'est le squelette de ce type d'animal. D'accord. Là, je pense que vous voyez rien. Ouais, non. Voilà, vous avez vu. C'est tout bon, je vous ai lu. Là. Donc, j'ai compris ce que c'était que les chordés, c'est tout bon. Après, il y a d'autres termes, évidemment, que même moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Donc, comme je vous dis, moi, je peux pas chercher tous les termes que je ne sais pas. Après, c'est à vous d'aller voir si vraiment ça vous intéresse de savoir ce que c'est, ce que ça veut dire, d'aller voir vous-même. Voilà, quoi. Comme moi, je regarde quand des vidéos YouTube et que je comprends pas un mot. Parce que le youtubeur ou la youtubeuse ne le dit pas, hein, forcément, c'est très rare que les youtubeurs expliquent vraiment les mots. Je vais le chercher sur internet et puis voilà, quoi. Et puis le tour est joué, quoi, comme on dit. Voilà. Et là, j'avais fait mesure chimique de l'acide glutamate que l'on a dans le cerveau. Donc c'est juste une formule chimique. Voilà.
C'est incroyable comme ils utilisent la chimie. Incompréhensible pour moi, incompréhensible pour vous. J'avais juste fait ça, voilà. C'est quand même l'acide glutamate que l'on a dans le cerveau, c'est impressionnant. Ça, c'est la formule chimique. Impressionnant. Voilà. Alors, les amis, je vais vous dire les sujets. Bon, normalement, vous savez les prochains. Mais pas les prochains. Je vous en donne toujours de nouveaux. Alors, la semaine prochaine, ce sera sur les tireurs d'élite avec un entretien, un questionnaire d'un ami qui est tireur d'élite que je vais questionner. Bien sûr, il sera pas à côté de moi, je vais l'enregistrer dans un vieux attel que j'ai. Et puis, chaque fois que je poserai la question, je ferai comme s'il était là. Et puis, je mettrai play à sa réponse, voilà. Par contre, son nom doit rester confidentiel. Voilà, nom et prénom. Ce qui pourra malheureusement pas être présent. Il est très précitant et voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il est très gentil. Voilà. Alors, sur les tireurs d'élite, avec une interview, justement. Ça sera pour le 11 mai. Pour le 18 mai, les téléphones portables, donc les ondes néfastes des téléphones portables, pardon. Les ondes néfastes des téléphones portables. On verra bien. Aucune idée. Ça a eu des progrès. On verra. Le 25 mai, ça sera sur les bienfaits de médicaments homéopathiques, donc les effets bénéfiques. Peut-être ça parlera aussi des effets qui sont néfastes, c'est possible aussi, hein. Donc je ferai les deux, quoi, effets bénéfiques, effets néfastes qui font pas effet, ou bien qu'il faut faire attention ou être allergique, voilà. Celui-là, je vous l'avais dit. Et c'est maintenant les nouveaux. Ça, vous le savez pas. Alors, drame de Sierre. Donc, le 13 mars 2012, il y a eu un grave accident en Suisse. Dans un tunnel en Valais. Dans le canton du Valais, donc dans le département pour vous. Dans le canton, c'est le département du Valais. À Sierre. Avec ainsi qu'un témoignage de rescapé devenu jeune adulte. Alors, pour ceci, j'ai repris sur YouTube. Je filmerai avec mon petit ordi portable carrément à la caméra. Donc là, c'est pas possible, comme vous ne voyez rien. Parce que j'éteindrai les lumières et vous verrez. Donc voilà, donc les témoignages les plus prenants, hein, voilà, pas des témoignages d'une heure de temps, quoi, un quart d'heure comme ça, 10 minutes, ouais, peut-être 2 témoignages, 10 minutes environ. Voilà, ça c'est le 1er juin. Et dernier sujet que j'ose vous dire, le 8 juin. Alors, le 8 juin, ça sera sur les océans. Voilà. Les océans, oui, que deviennent-ils, etc. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Je vais juste réécrire vu que j'avais fait Jonathan Brandis entre, ça a tout décalé, vous voyez.
Voilà. Et je vais juste voir si j'avais bien noté la suite. Oui, j'avais noté la suite. Mais ça, je ne vous dis pas. C'est la surprise pour la semaine prochaine. Ouais. Là, il y a plein de sujets qui vont vous intéresser. Oula. Oh oui. Je vous fais envie, je suis désolée. Hein. Je vous fais envie, ouais. Je me suis arrêtée au 6 juillet. Donc voilà. Donc vous êtes au courant des deux nouveaux sujets. Alors les amis, les abonnés, je vais vous laisser. Il est minuit 5 pour moi. Alors pour vous, je vous souhaite soit une bonne journée. En tout cas, merci de m'avoir écouté du fond du cœur. C'est vraiment gentil. La vidéo a duré 1h11. Ça va, c'est encore dans les délais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. En tout cas, le sujet, il me paraissait encore très long, mais il était tellement intéressant que j'ai pas vu le temps passer. Je lisais mes pages et c'était tellement intéressant, j'ai appris des trucs que je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Donc, pour vous, moi je vais aller me coucher. Pour vous, je vous souhaite soit une bonne matinée, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent les fois le matin, soit une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime fort. Gros bisous. À bientôt. Et n'oubliez surtout pas, vous savez quoi? De liker la vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Et de surtout pas hésiter à m'écrire à mon adresse email que je vous réécris ici. Peut-être qu'il y en a des qui ont pas vu les autres vidéos parce que il faut 1000 abonnés pour que vous puissiez écrire des commentaires, c'est nouveau, c'est un peu stupide mais bon. C'est urfer10 urfer10@gmail.com urfer10 le chiffre 10 @gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des propositions de sujets également, mais bon bah qui seront faits plus tard, dans le courant du mois d'août ou septembre. Je les ferai avec plaisir. Et puis il y a une personne, si elle m'écoute là, si elle me suit, qui m'a posé une question, donc justement sur mon adresse email concernant Jonathan Brandis. Je ne t'oublie pas, je ne sais plus ton prénom, c'est noté dans mon téléphone portable. Je te répondrai, promis. Alors voilà, sur ce, bye bye les amis, les abonnés, je vous adore. Bisous, bye bye, à bientôt. À la semaine prochaine en fait. C'est comme si on essaie déjà, ça passe tellement vite. Nous sommes vendredi. Au revoir.